Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info, le rendez-vous hebdomadaire où l'on parle de l'actualité de la semaine à Mayotte. On en parle avec un invité qui m'attend pas très loin d'ici, je m'en vais le retrouver, suivez-moi. Ça y est, je viens de retrouver mon invité. Il est à côté de moi. Il s'agit de Julien Gauquelin, président du collectif d'associations mahorais. Bonjour Julien. Bonjour Amina, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pour parler de l'actualité, comme d'habitude dans cette émission. L'actualité de cette semaine à Mayotte, qui est composée de beaucoup de choses. On va parler d'abord de ces états généraux du social qui se sont tenus à Mamoudzou, à l'initiative du CNFPT, du Conseil départemental. On regarde ce reportage pour en comprendre un petit peu les tenants et aboutissants, et on en parle avec vous tout de suite après, Julien. De nombreux acteurs sociaux attendaient ce moment avec impatience. Les états généraux du social ont débuté ce matin par une allocution d'ouverture, suivie par une analyse quantitative menée par le représentant régional de l'INSEE. Alors là, en fait, on a repris pas mal d'études qui avaient déjà été publiées en conférence de presse. L'idée, c'est de porter un diagnostic général sur la situation de Mayotte, tant sur les conditions de logement, sur l'emploi, sur l'économie, pour permettre à ce séminaire d'avancer. Nous, on est vraiment en éclairage des politiques publiques. Donc l'idée, c'est d'essayer de participer au diagnostic initial et de présenter les grandes données de cadrage qui permettent aux partenaires sociaux d'avancer sur des bases communes. Conditions de vie à Mayotte, logement, taux de chômage, illettrisme, confort des ménages, accès à l'eau. La réunion du matin a permis de mettre en avant de nombreux chiffres. Les acteurs sociaux ont notamment pris connaissance du fait que la richesse individuelle est 4 fois inférieure à Mayotte par rapport à la métropole. Le territoire est aussi très inégalitaire au niveau du revenu par habitant. Des données primordiales pour comprendre les réalités du territoire et travailler à partir de cette base. L'idée pour nous, c'est vraiment qu'on s'approprie ce bébé. Parce que avec le directeur du CNFPT, on s'est dit que ce serait bien que, in fine, le département porte ça et puis qu'il y ait l'apport, parce que le CNFPT est un partenaire inévitable et même souhaitable dans ces cas-là. Mais l'idée, au fond, pour nous, ce serait vraiment qu'à terme, nous portions cet événement qui, comme vous l'avez vu, rassemble tout le monde. Et je pense que c'est vraiment autour de cela qu'on peut réunir tous nos autres partenaires, la Caisse de sécurité sociale, l'État, évidemment, s'agissant des questions sociales, pour qu'on puisse partager des éléments, comme je le disais tout à l'heure, qui sont souhaitables. Mayotte est aujourd'hui pauvre parmi les riches et riche parmi les pauvres. Le département jouit pour l'heure de peu de prestations sociales, mais cela devrait changer, notamment lorsque la population globale aura conscience de ses droits, d'où l'intérêt d'un tel événement. Pour nous, ces états généraux, comme je le disais, c'est un outil. Un outil pourquoi ? Surtout quand c'est organisé par le CNFPT, ça veut dire que c'est une vraie programmation pour nos agents qui puissent avoir les formations nécessaires pour accompagner au quotidien, socialement, ces personnes, que ce soit l'enfance, la jeunesse, l'handicap ou la vieillesse. Parmi les échanges et les questions, beaucoup ont tourné autour de l'immigration clandestine, un véritable problème à tous les niveaux lorsque l'on aborde les réalités sociales. Chaque année, nous accueillons des populations étrangères, nous le savons. Nous, à Chirangui, 15% de nos effectifs scolaires, ça ne peut pas s'expliquer par des naissances. Impossible, on les a pas. Ce sont des arrivées massives des populations étrangères, entre guillemets. Ces populations sont là, doivent être scolarisées, doivent avoir des soins, etc. D'où la nécessité, mais bien sûr, de les évaluer chaque année, de savoir combien on en a pour faire une programmation en matière de construction scolaire,
en matière de collecte de déchets, en matière de soins, etc. Mais si nous ne le faisons pas, nous aurons l'impression d'avoir une population de 2012 qui est chez nous à 8000 habitants, alors que si on devait le réévaluer aujourd'hui à 3,5, alors qu'on est plus qu'à 3,5, on serait à 9023 habitants, si on devait réévaluer en 2016 au 1er janvier. En effet, l'argent qu'alloue l'État aux collectivités est calculé en fonction des chiffres du recensement, d'où l'importance d'avoir des réestimations annuelles, même si cela semble pour l'heure bien compliqué. Faire des chiffres chaque année, on le fait nulle part. On fait des estimations de chiffres. Donc un recensement de la population quinquennale, c'est déjà un gros effort. Et un recensement de la population lui-même nécessite 2 à 3 ans de préparation. Donc il est peu envisageable de faire un recensement annuel. En revanche, la piste qui peut être explorée, c'est une réestimation des chiffres annuels. Ça c'est possible, c'est envisageable. C'est une question qui doit être ouverte. C'est envisagé pour le moment ? Pour le moment, la question n'est pas totalement ouverte, mais c'est une question qui commence à être discutée. Comme vous pouvez le voir, plus de 100 acteurs sociaux ont répondu présents. Au lendemain de la clause de revoyure et à l'aube d'éventuels mouvements sociaux généralisés, les états généraux du social débutent. L'occasion d'évoquer les réalités et les perspectives d'avenir en matière de social sur le département. 3 jours d'échanges et de discussions pour tous les acteurs sociaux qui doivent permettre de répondre aux besoins d'une population bien plus touchée qu'ailleurs par la précarité. Alors Julien, des états généraux du social, est-ce que ça vous inspire tout ce qui a été dit dans ce reportage ? Oui, bien sûr, quand on voit les conditions de vie de beaucoup de familles, c'est compliqué. Il y a beaucoup de précarité, des problèmes d'accès à l'eau potable. Il y a vraiment un manque évident de bornes fontaines. Après, voilà, tout ce qui est l'insalubrité, tout ce qui est le constat d'aujourd'hui, il est vraiment très très critique. Même tout ce qui concerne la collecte des déchets. Voilà, au niveau sanitaire, les conséquences sont indéniables. Donc maintenant, on parle des états généraux, mais est-ce que pour vous, ce sont des rencontres qui sont, qui vont être suivies d'effets, comme beaucoup le soulignent ? On a quand même des choses qui se font, c'est vrai, théoriquement, mais ça donne quoi après sur le terrain ? Nous, ce qu'on insiste depuis le départ, les seules solutions, c'est qu'on agisse tous ensemble. Si on veut agir chacun de son côté, on ne va pas y arriver. Nous, en tant qu'association, on a essayé de faire avancer des choses, notamment pour les bornes fontaines. Donc ça concerne quand même plusieurs organismes. Donc à partir du moment où ils se mettront tous ensemble autour d'une table et qui feront avancer ces problématiques, là on peut y arriver. Mais à partir du moment où un organisme seul ou une administration seule voudra résoudre ce problème, ils ne vont jamais y arriver. Vous pensez qu'il faudrait impliquer beaucoup plus la population et les acteurs sociaux comme vous, les associations, pour pouvoir arriver à des résultats convenables et efficaces sur le long terme ? Ouais, il faut des tables rondes. Nous, depuis le départ... Et vous êtes sollicité souvent, Julien ? Non, pas trop, pas du tout même. Après, voilà, vous regrettez ça ? On est plus ouais, bien sûr, on est sollicité par des associations pour essayer d'avancer ensemble. On n'a pas les moyens, nous. Après aussi, c'est le temps qui manque. Mais nous, on est disponible. Après, bien sûr qu'on a envie qu'on fasse appel à nous parce qu'on les voit, toutes ces problématiques. On les vit au quotidien. Et voilà, mais il faut vraiment qu'on œuvre tous ensemble. Et arrêter de faire chacun de son côté parce qu'il faut vraiment du concret. Depuis longtemps, on parle de mettre en place des assises, justement par thématique, que ce soit l'insécurité, que ce soit l'environnement, que ce soit tous ces problèmes sociaux. Il n'y a pas de porteurs. Donc ceux qui sont censés porter ces projets-là, ils ne prennent pas ça en charge. On nous demande à nous, d'associations, de porter cela alors qu'on n'a même pas de locaux aujourd'hui pour pouvoir nous réunir. Donc c'est compliqué. À partir du moment où on aura un peu plus de moyens, peut-être que là, on pourra plus avancer. Mais je pense que la condition, c'est qu'on avance tous ensemble. Et là, on va y arriver. Merci beaucoup Julien. On va continuer avec un autre sujet qui a aussi marqué l'actualité de cette semaine, ce naufrage d'Inkwassa au large de Petite-Terre avec des conséquences assez dramatiques. Mais on a également recueilli les réactions de la population, que ce soit du côté des habitants de Mayotte ou alors encore de ceux qui sont issus de l'immigration clandestine elle-même. On regarde ce reportage. Les derniers reportages sur le drame de l'immigration clandestine ont fait réagir bon nombre d'administrés. Certains natifs d'Anjouan ne conçoivent pas que l'on dise que les Anjouanais meurent de faim chez eux. La question est selon eux plus d'ordre politique. Moi je suis venu de Numakele à Ngojou et puis si j'entends le mot qu'il n'y a pas quelque chose là-bas à manger, non, j'accepte pas ça. C'est pas vrai.
tout. On a de patates là-bas, on a de manioc, on a de frappé, on a de mangue, on a de songe. Tout, on a là-bas. Mais si le songe, vous avez planté le songe, qui va l'acheter? Ainsi que le gouvernement, il ne fait pas des efforts pour payer leurs employés. Pour les Mahorais propriétaires terriens, c'est l'enfer. Ils disent se faire déposséder de leurs terres alors qu'ils accueillent ces familles par hospitalité. Bon nombre se font voler leurs récoltes dans les champs ou se font agresser et n'hésitent pas à mettre directement en cause l'immigration clandestine, au point de ne plus se soucier du sort des familles clandestines. Ils en font un peu trop. Avant, on les a accueillis comme il fallait, mais le jour d'aujourd'hui, ils abusent. Ils y vont dans nos champs, on plante des bananes et des maniocs. On cultive et ils arrivent, ils nous prennent tous nos biens. Donc quand on leur dit, ils sont contre nous, ils sont pas contents, ils ne sont pas d'accord avec nos raisons, quoi. Donc les jours d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'en fout de leur vie, quoi. On ne s'intéresse pas à eux. Du côté du deuxième adjoint du Grand Cadi, Ridjali Issa, les personnes qui risquent leur vie à tenter la traversée sont en tort. Il s'appuie sur la religion et explique que dans le Coran, les personnes qui prennent ce genre de risque sont considérées comme suicidaires et comme le suicide est interdit et le danger réel. S'ils meurent noyés, les passagers des Kwassa sont dans le péché. Ibahati bolelo do mufa ba ukakala zon tata anda pashe videte mba suja mana waele adula mwenyewe na kwanza ndongo swafi la mungale har mo sharia au har mo islamu yani na mungale har mo islamu sonamba maru babo onyodo adula mana wasuja mba videte kaishindi binga watu wa para 40 niwe swaba hiza wasuja abo hatu hopo hana sofu ana tsama gambeni bao wafu ha mta pande za mtara msamboro ne gendarmerie karibu wabo safeti torongomba gendarmerie sufanya hazi au kesufanya hazi. En réponse au Grand Cadi, ce jeune Comorien cite un passage du Coran. Yo kweli yo haramu hoja mradunge kwasa jafe bareni shayoti uvenza mradunge kwasa ya jafe bareni kamra sijwe male mauti ya mtu ilio mkasoendra be amwe Qur'ani rongolwa ukafantashifu fil ardi wandra zunguhe amwe shibane shansi wandra pare manash tuwale. Loin d'être religieuse, beaucoup considèrent la question de l'immigration comme un sujet politique. Tous les gouvernants comoriens passés et ceux qui sont maintenant ne s'intéressent pas nécessairement au sort de leurs concitoyens. Quand vous avez des milliers et des milliers de morts entre Anjouan et Mayotte et que ce sont les gouvernants comoriens, les responsables politiques de l'Union des Comores qui incitent, qui invitent leurs concitoyens à prendre des Kwassa et venir à Mayotte, forcément, ça ne peut que être désolant. Donc les Mahorais ne s'intéressent pas nécessairement. Je ne sais pas s'ils ne s'intéressent pas nécessairement, mais ils se disent mais pourquoi les gouvernants, pourquoi les responsables politiques ne font rien pour leurs concitoyens pour qu'ils restent chez eux. Un nouveau drame de l'immigration clandestine, encore un autre, Julien. On a vu les conséquences que ça a provoqué. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ce genre de reportage, Julien ? Bien sûr, beaucoup de tristesse parce que c'est des familles qui sont détruites, c'est des familles, après on se retrouve avec des enfants aussi qui vont perdre leurs parents, même des enfants qui vont mourir dans ces accidents. Après, ça montre aussi les problématiques qu'il y a aussi au niveau des Comores. Donc tant qu'il n'y aura pas une amélioration des conditions de vie aux Comores, l'amélioration des conditions sanitaires, des soins médicaux, de l'éducation, il y aura toujours ces arrivées massives de Kwassa et c'est très problématique. Et quand vous parlez d'amélioration sur place aux Comores, enfin, justement, il y a des choses qui sont faites. On parle beaucoup de coopération régionale et beaucoup se posent la question de savoir pourquoi ça ne marche pas, comment ça se fait qu'avec autant de fonds qui sont affectés à cette coopération régionale, on a toujours des arrivées massives de personnes issues de ces îles. Moi, je ne connais pas suffisamment la situation en Anjouan ou aux Comores. Mais après, si je prends l'exemple d'une association qui, eux, se battent pour créer un hôpital, justement pour ces soins médicaux sur place, ça montre quand même qu'il y a un besoin qui est réel. Et voilà, moi j'ai des médecins qui me racontent qu'il y a des gens qui viennent à Mayotte après un accident à Anjouan, ils vont venir directement en Kwassa pour se faire soigner à Mayotte. Parce qu'il n'y a pas les infrastructures là-bas qui sont accessibles au public pour pouvoir avoir les soins. Après aussi, c'est une question de moyens aussi. Si dans beaucoup de pays, si on n'a pas l'argent derrière pour payer les soins médicaux, on ne soigne pas.
on nous laisse mourir sur le bas de la porte. Je propose maintenant, Julien, de passer à un autre sujet. On a vu ces derniers temps, dans les rues de Mamoudzou, Handicap International interpeller les passants pour justement rechercher des donateurs. On regarde ces images et on en parle ensemble après. Depuis près de 2 mois et demi, la société Direct Sud officie en tant que prestataire de services en faveur de l'association humanitaire Handicap International. Dans ce cadre, des recruteurs parcourent le chef-lieu pour trouver des donateurs, comme nous l'explique le référent à Mayotte. Nous sommes chargés de mettre en place des programmes sur Mayotte, d'information, de sensibilisation et de mobilisation. Donc il s'agit d'aborder les gens afin de leur présenter l'association, de les sensibiliser à la cause de l'association. En l'occurrence, actuellement, il s'agit d'Handicap International. Et puis de mobiliser ces personnes auprès de l'association en leur proposant de remplir un petit bulletin de soutien, comme celui-ci, voilà, avec leurs coordonnées, et qu'ils inscrivent une petite somme, la somme de leur choix, quelques euros qui ne les dérangent pas, qui seront prélevés sur leur compte tous les mois par prélèvement automatique, et on espère le plus longtemps possible. L'association Handicap International a notamment permis d'ouvrir le service de prothèse au CHM de Mamoudzou. L'association prend ainsi en charge 15% des personnes en situation de handicap sur le territoire national et dans le monde, avec des missions bien précises. L'aider à ce qu'une petite fille soit équipée d'une prothèse, qu'elle ait accès à des soins, qu'elle ait une rééducation, un accompagnement, soutien psychologique, qu'on puisse l'aider à retrouver une vie digne, qu'elle puisse vivre debout, comme c'est le slogan de l'association. C'est-à-dire redonner du soleil à un enfant, à une personne qui souffre, voilà, qu'elle ait droit à une vie digne, normale. Les passants comme cet homme semblent conscients de la difficulté que rencontrent les recruteurs de donateurs, mais aussi et surtout de leur utilité. Sur un territoire où la précarité est très forte, trouver des donateurs n'est pas chose aisée, mais à Mayotte, la solidarité fait partie des valeurs de la population. Pour preuve, en moins de 3 mois, près de 2000 formulaires de dons ont déjà été récoltés. Des donateurs pour justement venir en aide à ces associations. Vous auriez aimé faire partie de celle-là, Julien, j'imagine, hein? Nous, de toute façon, on compte avoir un petit peu le même procédé, mais voilà, d'une autre manière. Nous, par exemple, nous venons de créer avec les jeunes, avec mes amis de Gaza, et puis les jeunes, on va dire, exclus du système social. On vient de créer une association qu'on a appelée AJKE, Association des jeunes Kawéniers Espoir. L'objectif, déjà, ça va être tout ce qui est sécurité. Donc régulièrement, on fait des voulées avec ces jeunes, on va faire des opérations de nettoyage. Mais après, ça demande des moyens qu'on n'a pas. Pour l'instant, on se cotise. Mais après, à l'avenir, ce qu'on veut, c'est aller voir les entreprises pour leur dire, voilà, nous, on va améliorer la sécurité dans le quartier. Il faut nous aider. Moi, ce que j'explique à beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on arrive à avoir du résultat, qu'on arrive à faire changer la situation actuelle, il y a des gens, au lieu d'aller les voler, ils vont nous donner. Mais après, il faut donner aussi envie aux gens de donner, parce que on sollicite beaucoup des donations, mais s'il n'y a pas de résultat derrière, c'est ça. Les gens après ils perdent la confiance. Alors que justement, c'est ça qui donne envie aux gens de donner. C'est cette relation de confiance et voilà, la solidarité, l'entraide. De toute façon, c'est comme ça qu'on peut avancer aujourd'hui et c'est comme ça qu'on peut résoudre les problématiques. Alors on a vu le procédé, vous en avez parlé, c'est aller chercher des donateurs justement à l'extérieur en interpellant les passants. Est-ce que c'est des choses que vous pourrez envisager notamment dans un avenir proche ? On l'a déjà fait dans l'occasion pour l'organisation d'un foutari qu'on avait fait donc à la fête de l'Aïd. Donc c'est des gens qui avaient... Ouais, on avait une centaine de jeunes, après c'est quelque chose qu'on avait fait entre nous. Et c'est des gens qui avaient apporté des petites cotisations. C'est pas de l'argent directement, mais des cartons de mabawa, il y en a qui ont emmené des sacs de manioc. C'est pas que l'argent qu'on peut donner. Des fois, c'est de l'argent, ça peut être des compétences, ça peut être du matériel. Par exemple, si on veut faire tout ce qui concerne la sécurité, on ne peut pas faire la sécurité dans le quartier à pied. Il faut qu'on ait des vélos, par exemple.
Donc on peut très bien équiper ces jeunes justement qui aujourd'hui, même certains qui font des vols, on peut même les impliquer dans cette sécurité-là et dire aux gens maintenant, aidez-nous, donnez-nous un petit peu, même voilà, ne serait-ce des fois des petits cartons de Maba ou même du courage. Il n'y a pas que l'argent qui compte aussi. C'est un dialogue, c'est un échange. Une implication de tout le monde. Alors Julien, une implication de tout le monde, c'est ce qui s'est passé cette semaine, on va dire, dans un autre domaine, dans le cadre de la journée du goût. Et oui, la journée du goût a été fêtée ici à Mayotte, avec notamment la préfecture, un repas qui a été concocté par le chef cuisinier de l'établissement de Coconi. On regarde les images. Quelque peu avancée en raison des vacances scolaires, la journée du goût a eu lieu cette année à la préfecture de Mayotte. Et pour l'occasion, le chef cuisinier du lycée de Coconi a mis les petits plats dans les grands. Pour cette semaine du goût, moi, ce que j'ai proposé, c'est surtout de valoriser les produits locaux. Tout ce qui est fruits à pain, on a tendance à manger le fruit à pain toujours frit. Mais moi, aujourd'hui, je l'ai valorisé. J'ai fait une salade de fruits à pain que tout le monde a aimé. Donc, avec du poulet de Coconi, avec un duo de légumes tropicaux qu'on trouve à Mayotte, des petsailles, des bread mafan, des bread mourong et puis de la bread morel. Et puis ensuite, j'ai valorisé aussi nos fruits, notamment les ananas, on est en pleine saison, et puis des pommes et ainsi de suite. Tous les convives ont beaucoup apprécié cette cuisine à la fois simple, saine et savoureuse, car l'objectif du jour était également de sensibiliser chacun sur l'importance de manger équilibré et en quantité raisonnable, une mission que les professionnels de santé ne cessent d'accomplir. Je salue cette initiative en termes de prévention, on va dire labellisée comme ça l'a été cette année pour la journée du goût qui se déroule aujourd'hui au sein de la préfecture de Mayotte. Donc là, c'est clairement affiché. La journée du goût en métropole, c'est vraiment, c'est plus autour de la convivialité, de l'éducation au goût. C'est aussi pour encourager le secteur agricole, la restauration collective, les restaurations commerciales. En effet, à Mayotte, les problèmes liés à la malnutrition sont bien plus importants qu'en métropole. Pour preuve, l'adjoint du préfet a lancé cette journée en expliquant qu'un agent de la préfecture sur 2 était en surpoids tandis que 20% souffraient d'obésité. La gestionnaire du lycée de Coconi, consciente du problème, tente quotidiennement d'habituer les élèves à modifier leurs habitudes alimentaires. Oui, ça nous tient à cœur parce que, d'abord parce qu'à titre personnel, ça me tient à cœur et que c'est un sujet qui est important. Mais c'est vrai qu'au lycée agricole, nous avons une cuisine tout à fait aux normes, toute nouvelle. Et donc, on estime que c'est notre devoir aussi d'agir sur ce sujet. Et puis, nos jeunes, tous les jeunes que nous accueillons qui mangent à la cantine, c'est à eux qu'il faut apprendre à manger mieux. Et donc petit à petit, avec des petites choses toutes simples de tous les jours, on leur apprend à diversifier les goûts, à diminuer un petit peu les proportions, à manger plus varié, à manger un petit peu plus de légumes. Donc on diminue un peu les portions de riz, on augmente un peu celles des légumes. Manger 5 fruits et légumes par jour, si le slogan est bien connu, il n'est pas toujours simple de s'y tenir. Dans ce cadre, mardi prochain, le lycée de Coconi organise une nouvelle journée du goût, avec cette fois plus de 1000 élèves qui seront sensibilisés à la nécessité de manger varié et équilibré. La journée du goût pour apprendre à bien manger, c'est important, Julien ? Ah oui, bien sûr. Moi aujourd'hui, je suis assistant d'éducation au collège Kawani. J'aimerais bien que aussi nos élèves là-bas puissent manger comme ça. Mais voilà, après, il y a les problèmes aussi au niveau des établissements scolaires. Pourquoi c'est pas le cas aujourd'hui ? Ouais, c'est pas des produits locaux, c'est des sandwichs. Donc c'est sûr que c'est pas la même consistance. Et puis voilà, valoriser les produits locaux, c'est comme ça aussi qu'on va mettre en valeur Mayotte, la culture mahoraise. D'après ce que j'entends de Mayotte, avant, les Mahorais étaient des agriculteurs. Donc on est en train de délaisser ce côté-là. Et on veut copier le mode de vie, le mode de consommation occidental. Et je ne suis pas sûr que ce soit forcément l'avenir de Mayotte. C'est bien aussi, même par exemple, si on parle de tourisme. Donc ça passe déjà par la propreté. Et ensuite aussi par cette mise en valeur de la culture locale, des savoir-faire locaux. C'est pas bon d'aller copier ce qui se passe ailleurs. Et c'est bien qu'on ait aussi notre indépendance à Mayotte par rapport à ça.
Et voilà, il y a des chefs cuisiniers qui sont capables. Parce que maintenant, les écoles, on enseigne aux élèves à partir de produits locaux, il faut qu'ils puissent créer des plats. Mais après, le problème, c'est que ces jeunes-là, quand ils sont après des professionnels, ils n'ont pas forcément la liberté de réaliser ces plats-là. Alors qu'il y a des... Moi, j'ai mangé il y a 3 jours un gâteau au manioc, j'étais stupéfait, c'était très bon. Merci beaucoup Julien pour ces précisions. On va se quitter le temps de la pub et on se retrouve juste après pour la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Et on repart dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info, toujours avec mon invité Julien Gauquelin, président du collectif d'association Mahorais. Julien, avec vous, on continue à parler de l'actualité, bien sûr. Allons-y. Alors, on va parler de cette fête de l'énergie organisée par Info Énergie avec de multiples partenaires. Une fête pour sensibiliser les visiteurs aux économies d'énergie et à bien d'autres choses. On regarde ce reportage. Les économies d'énergie restent le meilleur moyen de garantir les ressources naturelles. La deuxième édition de la fête de l'énergie est un événement national et rassemble tous les espaces info-énergie de métropole et des Outre-mer. Le but est de sensibiliser les particuliers sur la thématique de la rénovation énergétique afin notamment de les inciter à faire des économies sur leurs factures. De nombreux ateliers vont ainsi voir le jour. Place des Congrès à Pamandzi. Pour sensibiliser les jeunes à comment économiser l'énergie à la maison, sur par exemple des éco-gestes que peuvent faire les enfants. On a des animations avec des quiz, des coloriages sur les énergies renouvelables, un jeu de plateau sur la mobilité, puisqu'économie d'énergie, ça concerne aussi les transports. Donc comment favoriser les déplacements, par exemple à pied, en vélo, en trottinette, voilà. Prendre conscience et adopter de nouveaux comportements. La population est la seule à pouvoir préserver les ressources naturelles en gaspillant le moins d'énergie possible. Plusieurs activités seront ainsi proposées pour les participants avec notamment la fameuse roue de l'énergie. Les danseurs aussi seront présents pour animer l'événement qui se terminera sur une grande tombola. L'espace Info Énergie et ses partenaires sont mobilisés toute la journée. On fait aussi appel à des particuliers qui vont venir témoigner lors d'un débat sur quels travaux ils ont pu mener chez eux, comment ils ont été aussi accompagnés par l'espace Info Énergie qui a cette mission de renseigner mais aussi d'accompagner les particuliers sur les travaux qu'ils peuvent faire à la maison. Cette deuxième édition de la fête de l'énergie verra le jour grâce à un partenariat avec l'EDM, l'ADEME, l'ADEAL, les naturalistes, le conseil départemental. En amont de la fête de l'énergie ce samedi 3 octobre, l'espace Info Énergie de Mayotte organise une visite technique sur le thème de la rénovation énergétique. La fête de l'énergie, Julien, ça vous parle ? Oui, bien sûr, de toute façon, il faut lutter contre le gaspillage à tous les niveaux. Après, plus on y va de toute façon, plus avec l'évolution des modes de consommation, avec tout le modernisme. Donc c'est sûr qu'on va consommer de plus en plus d'énergie. Et donc c'est bien aussi que les gens soient sensibilisés par rapport à ça, parce qu'après cette énergie, il faut la produire. Donc en espérant qu'à l'avenir, on pourra de plus en plus développer le photovoltaïque. Mais voilà, aujourd'hui, cette production d'énergie, ça a un coût, il faut du combustible. Donc à partir de là, il faut vraiment limiter les gaspillages pour éviter justement les impacts sur l'environnement. Alors vous, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui à Mayotte, les habitants sont sensibles à ce genre de problématiques et se sentent impliqués, se sentent responsabilisés par rapport à ça ? Hélas, je pense que dans la société d'aujourd'hui, les gens ils sont sensibilisés quand ça touche à leur portefeuille. Si ça a un coût, si les factures augmentent, c'est là que les gens vont commencer à réagir. Mais la partie environnement, pour vous pensez que c'est pas dans leur priorité ? Pas aujourd'hui, il suffit de voir par rapport à l'insalubrité qu'il y a aujourd'hui à Mayotte. On voit bien que c'est des déchets, on voit même au niveau des... Comment dire, je trouve pas les mots encore. Au niveau des emballages, on n'achète pas un produit,
en fonction de son mode de conditionnement, ce genre de choses. On choisit un produit et puis après on va, même si c'est pas valorisé au niveau des déchets, donc on va l'acheter et puis après encore un travail il va à se faire. retrouver dans nos décharges ici. Encore un travail d'éducation à faire de ce côté-là. Ouais, bien sûr, l'éducation aussi. Et puis c'est vraiment une stratégie après qu'on peut mettre en place. Tout ce qui concerne la valorisation des déchets aussi, c'est quelque chose qu'on doit développer parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on pourra avoir moins de stockage sur place, parce qu'aujourd'hui le problème à Mayotte, c'est qu'on n'a pas forcément des quantités suffisantes. On n'a pas forcément des quantités suffisantes pour pouvoir exporter en tenant compte de la rentabilité. Donc on se retrouve en faisant du stockage, et tout ça, ça a un impact aussi sur notre environnement. Donc après, c'est voilà, dans tous les niveaux, de toute façon, il faut lutter contre le gaspillage. Donc c'est une initiative qu'il faut saluer et justement encourager pour la suite. On va continuer avec un autre projet qui justement donne le sourire à de nombreux jeunes, notamment les élèves du collège de Majikavo Lamir Koropa. On va regarder ce reportage, Julia, et vous saurez pourquoi. Le mot récréation dans le mot se récréer, sans s'amuser, sans se détendre. Ce moment de récréation sert à ce que ces petits collégiens comprennent l'importance de l'école et la chance qu'ils ont d'être scolarisés. En effet, malgré le travail du vice-rectorat, tous les enfants ne peuvent être affectés à un établissement scolaire. C'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Nous avons vu des jeunes qui nous disent « Moi, j'aimerais être médecin, moi, j'aimerais être ingénieur, moi, j'aimerais être professeur, j'aimerais être neurologue ». C'est des jeunes Mahorais, des Mahoraises. Donc, c'est l'avenir de Mayotte. Plein d'enfants qui sont laissés sur le carreau, qui n'ont pas la chance de venir dans les établissements scolaires, d'être à l'école. L'État se doit de scolariser, d'encadrer et d'accompagner tous les enfants. 700 élèves ont pu faire leur rentrée dans ce nouveau collège, mais plus de 800 enfants attendent encore d'être affectés à un établissement scolaire. L'association Village d'Eva souhaite à travers le clip sensibiliser, impliquer et faire prendre conscience à tous les enfants de Mayotte la valeur de l'école. Aujourd'hui, malgré l'importance des moyens, parce qu'il y a pas mal de moyens quand même aujourd'hui en termes de création de salles de classe, on parlait d'un projet quand même de 600 salles de classe. Jusque-là, ce n'est pas suffisant, mais je pense que l'éducation nationale est sur la bonne voie, la préfecture est sur la bonne voie, même le conseil général aujourd'hui, les choses bougent. Vous voyez, le défenseur des droits arrive, le préfet il bouge. La valeur de l'école, c'est tout dévoué que la professeure de danse a cœur de mener ce projet jusqu'à sa réalisation finale. Alors, nos enfants, nos élèves sont très impatients de pouvoir participer à ce projet. C'est un projet, on les a entendus, qui leur tient à cœur parce que c'est un vrai message. Parce qu'ils vont danser avec une chanteuse qui est très connue à Mayotte, Zainouni, qui a fait une très belle chanson sur la scolarisation et sur le droit des enfants. Et c'est quelque chose qui nous touche, nous adultes, et qui les touche, eux, enfants. Et ils vont participer à ce projet. Ça veut dire, à un moment donné, c'est des vrais acteurs. 3, 4. Tous les enfants ont le droit à l'enseignement. C'est le message de cette chanson interprétée par Zainouni, marraine de l'association Village d'Eva. 13 collégiens constituent un groupe de danse pour cette action intitulée École pour tous. Fin novembre, début décembre, le clip officiel sera disponible. Un clip pour sensibiliser les jeunes à l'importance de l'éducation, de l'école. C'est très bien ça. Ah oui, de toute façon, dans les écoles, on a beaucoup de problèmes d'absentéisme. Les jeunes, ils ont pas encore... quand les jeunes, quand on est adolescents, c'est bien aussi d'avoir les parents derrière aussi pour nous éduquer, pour nous motiver. Parce que moi, le premier, je peux témoigner quand j'étais collégien, je n'étais pas forcément le plus sérieux. Et après, aujourd'hui, après, on le regrette. Et c'est mes parents qui ne m'ont pas lâché derrière, qui m'ont toujours motivé à travailler à l'école. Et c'est ça qui m'a sauvé, qui m'a permis de réussir dans mes études. Et après, c'est aussi un travail avec les parents, au niveau de... Parce qu'après, même l'établissement scolaire, il apporte quelque chose, mais derrière, qu'il n'y a pas un suivi au niveau des familles, c'est compliqué. Donc vous, à votre niveau, Julien, est-ce que vous avez du mal justement à capter ces parents, à leur montrer à quel point leur présence est importante auprès de leurs enfants? Au niveau du collège kaonien, on fait le maximum pour impliquer les familles
Eux, ils ont les portes du collège leur sont grandes ouvertes. Ils peuvent assister, il y a des cours de français pour eux. Ils peuvent participer à la distribution de la nourriture, ils peuvent participer à des activités qui sont mises en place dans le collège. Donc on essaye au maximum d'impliquer les parents. Après, voilà, aussi quand les élèves sont absents, on essaye d'alerter les parents aussi, parce que nous, nos moyens ils sont limités. Il y en a qui réagissent, il y en a qui ne réagissent pas. Mais bon, voilà, il faut persévérer les efforts, et puis c'est dans l'intérêt des jeunes. Parce qu'un jeune qui va abandonner l'école, qui est déscolarisé, qu'est-ce qu'il va faire de son avenir? On a déjà beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont délaissé le système scolaire, aujourd'hui qui ont envie de réintégrer les écoles, mais il n'y a pas de place pour eux parce qu'il y a, au niveau des écoles de la deuxième chance, donc il n'y en a pas assez. Donc après, il faut qu'on puisse leur proposer des formations. Donc nous là-dessus, vraiment, on demande de l'aide parce qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en situation d'exclusion sociale, qui veulent retourner à l'école. Mais qu'est-ce qu'on peut ou faire des formations. Mais qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ces jeunes-là? Donc si quelqu'un a des solutions à nous apporter par rapport à ça, je suis sûr qu'ils sont prêts à écouter toute proposition. Alors, des propositions, il y en a qui ont été faites et qui ont été justement soutenues, comme ce projet de projection d'un film, The Boti, le Battle of the Year, qui a été diffusé à Kaweni, dans un quartier, pour justement encourager ces jeunes-là à aller de l'avant. On regarde ce reportage. De nombreux jeunes mahorais participent chaque année au Battle of the Year mahorais organisé par l'association Hip Hop Evolution. Sophie Huvé, membre active de l'association, accompagne et encadre ces jeunes danseurs tout au long de la préparation de l'événement et elle sait à quel point la projection du film Battle of the Year dans ce quartier de Kaweni donne envie aux jeunes de travailler pour donner le meilleur d'eux-mêmes en danse hip-hop. La diffusion de ce type de film et la programmation sur Mayotte et au cœur des quartiers comme Kaweni mais comme d'autres, puisqu'on a déjà eu le privilège de diffuser également ce film qui peut que encore être rediffusé, parce qu'effectivement il donne au-delà du rêve, il donne des perspectives. En fait il donne des envies et surtout il va au travers d'une histoire, parce que ça reste romancé malgré tout, il donne un cadre et le fait que pour atteindre ces objectifs-là d'une compétition internationale, eh bien, il faut du travail. Et c'est ça aussi que le film montre. L'association des jeunes de Kaweni existe depuis 2 ans maintenant et mène diverses actions dans son quartier. La diffusion du film Battle of the Year représente d'ailleurs l'occasion pour eux de montrer le Kaweni d'avant qui ne ressemble en rien à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Demain à 18h, on va projeter un film de Battle. Mais avant ça, on va mettre une vidéo d'abord qui parle l'histoire de Kaweni. En fait, voilà, qui parle l'histoire de Kaweni, qu'avant, Kaweni, il n'y avait pas de la délinquance. Il n'y avait pas encore ces routes-là et les maisons en banga. Mais là, maintenant, ça a tout changé. Du coup, j'aimerais qu'on mette cette vidéo, que les gens regardent comment Kaweni avant c'était. Voilà. Cette programmation qui n'aurait pas pu se faire sans la participation de l'association Cinéma Safari se veut être au plus près des cinéphiles et de la jeunesse. Ben là, ça fait déjà 2 ans que nous travaillons avec cette association-là. Pourquoi continuer le travail avec l'association AJVK? Parce que on se rend compte que les membres de bureau sont motivés, que les gens aiment bien justement les projections vidéo. Donc c'est la raison pour laquelle nous renouvelons une action dans ce village-là. Sachant que c'est aussi une action qui est accompagnée par la direction de la politique de la ville, la mairie de Mamoudzou. Donc voilà, c'est des actions qui sont prévues, donc nous les faisons. Battle of the Year dure à peu près un peu plus d'1h30. Et le court-métrage qui va être diffusé avant dure à peu près 40 minutes. Le premier film commencera vers 19h30. Un film qui inspirera et fera rêver encore bon nombre de jeunes danseurs. Une occasion pour eux de s'évader et d'oublier pendant le temps d'un film leur quotidien, tout en s'imaginant dans un futur proche en haut de l'affiche. Redonner de l'espoir à ces jeunes de Kaweni, c'est hyper important, j'imagine, pour vous, Julien. Oui, les jeunes, ça c'est la base, déjà leur redonner des rêves, des objectifs. Après aussi, leur proposer des loisirs, voilà, comme là, la danse, c'est très bien. Après, il peut y avoir aussi le théâtre, la musique en général.
Ces jeunes-là, même le dessin, voilà, ces jeunes-là, ils ont besoin de s'impliquer en fait dans des projets. Ils ont chacun ses capacités, chacun ses compétences, mais aujourd'hui on les met pas assez en valeur. Cette jeunesse-là, nous on a beaucoup de jeunes, ils sont en manque de repères aujourd'hui. Et donc voilà, à partir du moment où on va les impliquer dans des projets, dans des actions, on va les responsabiliser. Mais je suis sûr que c'est comme ça qu'on va tirer le meilleur de chacun. Alors vous, au quotidien, c'est ce que vous essayez de faire, hein, tirer le meilleur de ces jeunes. Vous avez vraiment beaucoup travaillé, on l'a vu notamment il y a quelques mois avec cette marche dans Kaweni qui a regroupé beaucoup de personnes. On a vu des élus de la population, des chefs d'entreprise, tous ont participé à cette marche. L'objectif, c'était quoi exactement, Julien, et qu'en est-il aujourd'hui, des mois après? L'objectif, c'était qu'on se mobilise ensemble, justement par rapport à toutes les problématiques, qu'on puisse vraiment faire un constat, faire un débat, parce que nous aussi on a des solutions à proposer. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Nous aujourd'hui on n'a pas les moyens, on n'a pas les infrastructures, donc c'est voir aussi quelles sont les possibilités. Par exemple, on n'a pas de local, mais des fois on voit des locaux qui sont inoccupés. Qu'on puisse éventuellement nous les mettre à disposition. Nous, on n'est pas compliqué. Même si c'est un bon gars... Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de locaux? On fait des demandes, mais derrière, il n'y a pas de suite. C'est ça le problème, c'est que nous, vraiment, on tire le signal d'alarme sur l'urgence d'agir. Parce que la délinquance, ça va augmenter de plus en plus. Les jeunes, aujourd'hui, la délinquance commence de plus en plus jeune. Les jeunes sont de plus en plus violents. Et ça ne va pas s'arrêter comme ça. Donc c'est vraiment un travail de dialogue, un travail d'échange, qu'on va pouvoir vraiment faire avancer les choses. Mais après la marche, on a pu rencontrer là récemment le préfet, on a beaucoup discuté on a rencontré le commissaire de police, vice-procureur, on a fait des échanges avec eux. Mais après, il n'y a pas de concret, jusqu'à aujourd'hui. Donc après, au niveau du CRIJ qui nous avait contacté pour créer vraiment une journée de l'insertion à Kaweni. Pour l'instant, il n'y a pas encore de suite. Mais vraiment, le problème qu'on a, c'est la réinsertion des jeunes. C'est vraiment une priorité qu'on doit... Et ça peut être la réinsertion pour l'environnement, par le nettoyage. Nous, nos jeunes, ils sont prêts à travailler pour nettoyer le quartier, pour sensibiliser les gens. Et c'est comme ça qu'on va aussi gagner en sécurité. À partir du moment où ces jeunes-là, ils vont avoir des loisirs, ils vont avoir des occupations. Ils n'auront plus le temps en fait pour faire Ils n'auront plus le temps, ils vont plus y penser en fait, parce que voilà, ils vont sentir qu'ils sont accompagnés, qu'ils sont soutenus par personne. Qu'on leur redonne confiance en eux aussi. Voilà, tout à fait. On leur fait confiance et qu'on leur redonne confiance. Là, on les laisse, ils sont en train de s'isoler, et là, on les laisse dans leur coin. Et non, au contraire, il faut aller vers eux, discuter avec eux, leur expliquer ce qu'ils font aujourd'hui. C'est pas dans leur intérêt. Et ils le comprennent, ils l'écoutent ce message-là. Mais après, c'est pas que à nous. Moi, il y a des politiques qui sont venus me voir il n'y a pas longtemps par rapport au poste de médiateur, en m'expliquant pourquoi c'est pas les jeunes de Kaweni, certains qui n'ont pas eu les postes de médiateur. Moi, je leur ai dit, c'est pas moi qu'il faut dire ça. Allez voir les jeunes directement, allez leur parler, pas seulement en période électorale, pas seulement par intérêt personnel, mais allez expliquer aux jeunes la situation d'aujourd'hui, allez les impliquer dans des projets, et c'est comme ça qu'on va avancer. Alors des projets pour Kaweni, vous en avez toujours depuis le temps, Julien, et on a vu un quartier particulièrement qui vous tient à cœur à Kaweni, que vous êtes en train de nettoyer. D'ailleurs, on voit les images. Pourquoi vous avez décidé de faire ça ? C'est un quartier où les jeunes se sont quand même appropriés. Donc cette rivière-là, c'est un endroit qui est au milieu, on va dire, entre le village et la zone où il y a la zone éducative, où il y a toutes les écoles. Donc, mais le problème, voilà, c'est tous les déchets qui sont hauts redescendent dans la rivière. Il y a beaucoup d'insalubrité. À côté, il y a les ébus. Donc nous, on aimerait justement sur cet espace-là valoriser le patrimoine naturel. Pouvoir qu'on puisse, si nos jeunes ils ont faim, qu'on puisse cultiver un petit peu. Là, actuellement, il y a beaucoup de chiens dans cette zone-là, donc on incite les jeunes aussi à ne pas laisser les chiens ici parce qu'ils font peur à beaucoup de monde. Et après, voilà, quand on voit l'état de la rivière, vous voyez tous ces déchets-là, les pluies vont arriver, tout va finir dans le lagon. À Mayotte, si on perd le lagon, comment on va pouvoir parler après d'environnement ? Aujourd'hui, on veut placer au patrimoine de l'UNESCO le lagon de Mayotte. Et là, c'est impossible dans les conditions actuelles. C'est impossible. Pourquoi on va mettre des moyens ? On parle de choses qui sont irréalisables parce que c'est ensemble qu'on va nettoyer Mayotte. Nous, on est prêts à le faire.
Quand on a parlé avec le préfet, il nous soutient dans nos actions, mais c'est pas sa responsabilité à lui. Aujourd'hui, là, on va faire une grève. On met tout sur le dos du préfet aujourd'hui. Non, l'État est là, mais c'est pas l'État de tout faire. Les moyens à Mayotte, ils sont là aujourd'hui. Mais c'est à nous de nous impliquer dans ce qu'on fait et de faire les choses sérieusement. Parce que c'est vraiment ce manque de sérieux qui nuit à Mayotte aujourd'hui. Les gens ne sont pas impliqués, beaucoup veulent l'argent facile. Non, il faut qu'on se donne les moyens d'y arriver et c'est pas en se croisant les doigts et en disant hey, regardez, ça va pas, ça va pas. On va faire arranger les choses, mais c'est à nous de prendre les choses en main en fait. Merci beaucoup Julien, on sent que vous êtes vraiment engagé dans ce que vous faites et d'ailleurs on vous encourage à continuer parce que ça porte ses fruits petit à petit mais en tout cas sûrement. Merci beaucoup à vous et c'est ici que s'achève l'émission d'ailleurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités et de nouvelles infos toujours sur KTV.